Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Allez-y Moussa. D'autres points. Nous parlerons de la Commission électorale nationale indépendante. Mais avant, dites-nous, je vais en poser deux. Comment vous analysez l'attitude qui est celle de l'UFDG face à la défense de la Constitution actuelle? Vous pensez qu'elle en fait un peu ou elle n'en fait absolument rien du tout? Parce que certaines voix s'élèvent pour dire que l'UFDG ne fait pas assez pour la défense de la Constitution actuelle, en faisant référence à cet article écrit par un site international la lettre du continent, qui soupçonne donc le président de l'UFDG de connivence avec le pouvoir en place. Votre avis là-dessus? Ensuite, vous avez suivi la CENI qui sort d'une retraite du côté de Kindia. Elle estime pouvoir tenir les législatives avant la fin de l'année. Pourtant, on relève qu'il y a de nombreux points qui restent encore en suspens. Bon, par rapport à la première question, permettez-moi de ne pas aller en profondeur parce que tout ce que je dirais sur cette question pourrait être considéré comme étant un parti pris flagrant. Ce que je constate, ce n'est pas l'attitude de quelques politiciens qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude de la grande majorité de la population guinéenne, de ces érudits, de ces autorités morales qui doivent prendre en compte la situation dans laquelle nous vivons. Nous vivons un tournant majeur où un rien peut tout gâcher. Et il faut que tout le monde se rende compte qu'aller dans le sens, disons, de ce changement constitutionnel que certains prétendent mettre en avant est un danger pour notre stabilité, est un danger pour la paix, est un danger pour maintenir les acquis que nous avons engrangés durant ces dernières années. Ceci est valable pour ceux qui sont du côté de la mouvance comme ceux du côté de l'opposition. La Guinée a besoin de la stabilité. J'ai un mot sur l'UFDG quand même, sur ce qui est son combat. Moi, je suis aussi partie prenante. Je suis aussi partie prenante de l'UFDG. Exactement. Mais je suis partie prenante de l'UFDG, l'écrasante majorité des militants de l'UFDG. La lettre du continent soupçonne votre président de connivence avec Alpha Condé. Non, c'est à lui de s'expliquer. Posez-lui la question. Oui, mais monsieur Ba, pour un homme comme vous, qui avez été aussi accusé à d'autres heures d'être de connivence avec Alpha Condé, votre langue de moi m'étonne. Non, je ne veux pas utiliser les armes que d'autres ont utilisées contre moi. Donc Je préfère que la situation soit examinée par les citoyens eux-mêmes pour se rendre compte qui est honnête et qui est malhonnête. Alors, sur le cas de la CENI pense qu'elle pourrait organiser les législatives au bout de 235 jours, mais il y a des préalables à cela. Non, c'est la raison pour laquelle, vous savez, il y a quelque chose qui est passé inaperçu. Et tout le monde a plus ou moins fermé les yeux. La CENI, de par ses compétences constitutionnelle devrait être indépendante. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus du fait de la loi qui a été votée par aussi bien la majorité que l'opposition pour l'adoption de la loi sur la CENI. La CENI est inféodée tacitement au désidératat du ministère de l'administration du territoire. Donc, de ce point de vue, en termes de calendrier, de chronogramme, on ne peut pas dire exactement les choses si tous les partenaires ne se retrouvent pas pour avoir un réel chronogramme. En ce qui concerne la mise en œuvre et la mise en place des moyens nécessaires pour l'organisation des élections, en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne la résolution des litiges et notamment d'un fichier électoral qui permet de rassurer tout le monde que l'écrasante majorité des électeurs seront enrôlés. Si ceci n'est pas fait, il va de soi qu'un processus électoral risque de se retourner contre les intérêts du pays et contribuer à une autre forme de déstabilisation. Je suis pour que tout ce qui sera fait soit fait pour assurer à la Guinée la stabilité et une acceptation par tous des résultats qui seront publiés. Si tel n'est pas le cas, donnons-nous les moyens de faire correctement le travail avec professionnalisme, avec rigueur et responsabilité pour que les prochaines élections soient de véritables élections. Même avec un glissement.
il y a déjà glissement de fait. Il y a déjà glissement. Mais avec un tel chronogramme qui est projeté, vous ne craignez pas que cela nous renvoie jusqu'en 2020 et que par un effet d'entraînement, que cela aussi n'entraîne pas un report de la présidentielle. Cela ne vous traverse pas l'esprit? Soyons objectifs et regardons les choses en face. L'Assemblée nationale, son mandat est périmé. De manière, avec l'accord de la Cour constitutionnelle, le mandat des députés a été prorogé. Donc, nécessairement, du fait de la faible capacité en termes de ressources financières que la Guinée possède pour organiser des élections, et on ne sait pas encore quand est-ce que ces élections législatives pourront être organisées, mettons-nous en tête qu'il y a déjà un glissement de fait. Maintenant, d'une mauvaise chose, on peut en tirer une bonne. De ce glissement de fait qui est, je ne rentre pas sur les raisons qui ont amené à ce que les choses glissent comme ça. Mettons-nous en œuvre pour faire les choses correctement pour le futur. On est à la phase d'un deuxième et dernier mandat pour l'actuel président de la République. Il faudrait qu'il puisse permettre à la Guinée d'avoir des élections crédibles où la population pourra amener aussi bien à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes crédibles de toute sensibilité pour nous permettre d'avoir une représentation plus... Vous pensez que c'est possible? Non, c'est compliqué. Nous n'avons pas l'expérience des élections. Même une élection communale, jusqu'à présent, depuis 1 an et autres, on ne l'a pas terminé. Mais est-ce que ce n'est pas plus par manque de volonté que par manque C'est la raison pour laquelle il y a un grand problème dans ce pays. Là, il y a des gens qui travaillent contre la Guinée et qui sont à des situations de responsabilité. Et il y a des gens qui travaillent contre la Guinée et qui se prétendent être de l'opposition. Et ça, il faut qu'on en finisse. Je vous donne un exemple. On a dit pendant près d'1 an que le fait de nommer les chefs de quartier et les présidents de district n'est pas conforme à l'intérêt national, et n'est pas conforme à la Constitution. Ils en ont fait outre en disant que c'est un point qui était dans leurs accords politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? 1 an et plus, les chefs de quartier, les présidents de district ne sont pas installés conformément au code électoral qu'eux-mêmes ils ont voté. Ils sont en train de vouloir amender ce code électoral. Mais ça ne fait pas sérieux, c'est pas responsable. Ils devraient être, de ce point de vue, politiquement sanctionnés parce qu'ils ne nous ont pas écoutés à un moment donné. Ils ont fermé les yeux et ils ont mis en danger la stabilité institutionnelle. Alors rapidement, il y a aussi la question du fichier électoral qui pose problème. On parle de beaucoup de contraintes, mais apparemment, la question du fichier électoral pose davantage de problèmes. Il y en a qui pensent qu'il faut totalement reprendre, il y en a qui pensent qu'il faut toucher par endroit. Quel est votre avis? C'est compliqué puisque je n'ai pas le fond du dossier. Je sais qu'il y a 77 recommandations. Sur ces 77 recommandations, quelles sont les recommandations les plus essentielles pour nous permettre d'avoir dans une certaine mesure un fichier qui puisse être considéré comme étant potable pour organiser des élections. Là, c'est au niveau de la CENI qui peuvent nous permettre de répondre à la question. Mais je me donnerai les moyens d'en savoir encore davantage. Bien. Ça, c'est un. Mais fondamentalement, il faudrait que ces erreurs et ces fautes soient corrigées au fur et à mesure. Les élections législatives peuvent permettre de corriger. Et ensuite, pour aller vers les présidentielles, il faudrait que le fichier soit totalement assaini pour que les Guinéens puissent après voter en âme et conscience pour l'homme ou la femme qu'ils veulent que ce dernier préside aux destinées de la Guinée. Monsieur Baouri, notre invité en ce mercredi, on s'intéresse à d'autres facettes. Alors le Parlement que vous qualifiez de périmé vient de rejeter la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Damaro. Ce dernier est accusé par les magistrats de diffamation. Donc une procédure avait été engagée. Mais derrière, ça soulève un autre débat. C'est le travail des magistrats qui est aujourd'hui décrié par la classe politique à laquelle vous appartenez. D'abord, est-ce que vous avez le même avis que Damaro, que le travail des magistrats n'est souvent pas correct, certains en tout cas, et
peut-être même comment est-ce que vous appréciez la démarche, le rejet par le bureau de la demande de levée de l'immunité parlementaire du Damaro. Avant de parler du rejet par le bureau de l'Assemblée nationale de la demande de l'immunité parlementaire de ce député, il faut se dire une chose, que d'abord, en ce qui concerne, disons, l'application des lois et la manière dont une autorité publique doit s'exprimer, il y a quelque chose de très important. Si on considère qu'un magistrat ne fait pas correctement son travail et qu'on est investi d'une autorité publique comme parlementaire, il faut recourir à la Cour, au Conseil supérieur de la magistrature pour que ce dernier puisse être mis devant ses pairs et être jugé. Ça, c'est la démarche la plus productive qui permettrait d'obliger les magistrats à être en conformité à tout moment et en toutes circonstances avec le droit. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que ça n'a pas été fait. Deuxièmement, lorsque vous êtes investi de cette autorité publique, lorsque vous mettez en cause de manière publique des autorités qui sont chargées de gérer la justice, vous créez, sans vous en rendre compte, une attitude qui peut amener à une certaine forme d'ingouvernabilité du pays, parce que si c'est le droit qui prime et que les magistrats sont censés assumer cela, s'ils ont perdu la légitimité de par l'action des responsables politiques de premier rang et qui sont de surcroît des députés, il va de soi qu'une action judiciaire ne pourra pas prospérer et ça donne un pays qui risque d'être... Oui, mais vous qui avez déjà été confronté à cette justice-là, est-ce que vous avez eu le sentiment à l'époque que les magistrats, oui, en tout cas toutes les personnes qui étaient en charge de votre dossier, le faisaient en toute indépendance? Non, déjà, je vous rappelle qu'il y a même 3 jours que le ministre d'État chargé de la justice a fait une communication pour dire la manière dont l'affaire Mohamed Koula a été jugée a été une très mauvaise affaire et que la chambre d'accusation criminelle de la Cour d'appel doit revoir le dossier le plus rapidement possible. C'est tacitement une condamnation un désaveu de l'action d'un magistrat que je ne nommerai pas pour ne pas aller à l'encontre de ce que moi-même je viens de dire. Donc, il y a dans ce pays des gens qui ne font pas correctement leur travail. Ils sont à tous les niveaux. Qu'ils soient députés, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient ministres, qu'ils soient politiciens, opposition ou mouvance, qu'ils soient administrateurs. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas correctement leur travail dans le sens de... Donc vous comprenez le bureau de l'Assemblée qui a refusé, qui a rejeté la demande de lever de l'immunité de Damaro? Vous savez que lorsque un député qui se respecte, il y a une action qui le concerne pour demander la levée de son immunité parlementaire et qu'il estime en âme et conscience qu'il n'a rien à se reprocher, c'est lui-même qui doit dire à la présidente de l'Assemblée pour permettre à la justice de faire correctement son travail, pour ne pas que je me réfugie derrière mon manteau, mon statut de député, je demande la levée de mon immunité parlementaire pour que j'aille répondre à la justice. Lorsque l'affaire sera close, ensuite la procédure bien. Donc, c'est pour dire que dans ce pays, il faut qu'on évite de nous réfugier derrière notre statut pour avoir une certaine forme d'impunité. Il y a beaucoup de gens qui le font dans ce pays, qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition. Dernière question à notre invité Mohamed. Oui, je comprends bien les propos de M. Damaro, mais c'est compliqué dans un pays où le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres, eux ne sont même pas des justiciables parce qu'il n'y a même pas où aller porter plainte contre eux. C'est compliqué. Alors, nous allons terminer donc toujours avec ces dossiers judiciaires aujourd'hui. On apprend que le verdict, la sentence en tout cas du côté du tribunal, concernant le différend qui vous oppose au directoire actuel de l'UFDG va encore attendre 1 mois encore. 2 mois encore. Alors, quel est votre point de vue sur toute cette odyssée judiciaire? Et puis, c'est quand même la condamnation de ce jeune que vous avez connu, que vous avez prévenu ici parfois sur les médias, c'est Grenade.
Alors, quel est le sentiment que vous avez à l'issue de la lourde condamnation qu'il a récoltée récemment? Bien, par rapport à la première affaire, le dossier d'exclusion, je rappelle aux téléspectateurs, aux auditeurs, que l'affaire a été portée en justice et en première instance, cette décision a été considérée comme nulle et de nul effet. L'autre partie a interjeté votre exclusion appel. De l'UFDG. Bien sûr. Bien. L'autre partie a interjeté appel. Et cet appel, actuellement, ça fait 26 mois, ça fait 2 ans et 2 mois que ce n'est pas encore tranché. Bon, il demande 2 mois supplémentaires. J'ai dit, puisqu'on a patienté pendant 2 ans et 2 mois, on peut continuer à patienter pour 2 autres mois. Ceci dit, mon droit de justiciable est dans cette affaire, je suis pénalisé. Mais je ne ferai pas de commentaires, je laisse à la justice et à la cour d'appel le soin de trancher cette décision. Ça, pour des raisons de convenance personnelle. Bien. Conviens. Par rapport à l'affaire Grenade, vous savez que c'est une affaire d'État et c'est une affaire de justice également. C'est une affaire extrêmement compliquée. Comme c'est une affaire qui a été jugée et que j'ai considéré que comment peut-on condamner un gamin sans pour autant passer le contour de tout l'environnement qui lui a permis de faire ce qu'on lui reproche. Là aussi, c'est une autre affaire qui mérite d'être exploitée par d'autres juristes pour se rendre compte est-ce que la justice a été bien rendue ou est-ce qu'une certaine forme d'impunité est encouragée au profit de ceux qui ont l'argent, au profit de ceux qui sont puissants, et les petits Mamadou sont toujours en train de trinquer à la place des autres qui continuent de mener leur belle vie. C'était notre interview avec M. Bahouri, qui était notre invité en ce mercredi. Merci M. Bahouri. Merci d'être passé. Courage. Merci d'être passé nous voir et commenter l'actualité de la Guinée en notre compagnie. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.